Bonjour, je suis Cyrine Benmamou, je suis docteure en neurosciences et thérapeute. J'étudie le traumatisme depuis 2003. Aujourd'hui, je vous parle du troisième facteur qui bloque la résilience. Si vous avez suivi cette série dans l'ordre, vous avez traversé avec moi le premier facteur ou l'exploration du premier facteur qui est la honte, le deuxième facteur, le non-sens et aujourd'hui l'isolement. Pour vous expliquer un petit peu mon schéma, j'ai représenté les traumas. Les traumas, ce sont des événements, vous en avez certainement vécu, toute personne vit des traumas de multiples fois au cours de sa vie. Les traumas peuvent être des traumas de naissance difficiles, ça peut commencer très tôt, même dans la vie intra-utérine. Donc ça peut être des hospitalisations, une enfance difficile dans une famille dysfonctionnelle. Voilà, ça peut être des événements ponctuels graves qui ont été perçus vraiment comme un danger qui déborde les capacités d'adaptation, ou ça peut être des événements récurrents, peut-être moins intenses, quoique des fois il y a des violences subies sur plusieurs années qui sont intenses sur le moment et qui sont intenses aussi par leur durée. Bref, tout ça, ce sont des exemples pour clarifier la distinction qu'il est important de faire entre le trauma, l'événement ou les événements, et le traumatisme, le stress post-traumatique, qui est une forme chronique de stress qui s'installe au-delà de la durée normale, du cycle normal d'absorption de ce stress traumatique, et qui fait que sur le long terme, au cours de la vie, une personne peut continuer à vivre sans trop être consciente de cette connexion entre les événements passés et les difficultés présentes, mais il est tout à fait possible malheureusement de rester aux prises avec une forme chronique de traumatisme, alors que la nature n'a pas prévu cela. La résilience est inhérente à la nature et à la vie, et nous sommes tous résilients individuellement et collectivement en tant qu'espèce. Sauf que parfois la résilience peut être bloquée. Il est possible que dans l'un ou l'autre domaine de votre vie, vous ne parveniez pas à exprimer pleinement votre résilience de sorte à vivre ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. La croissance post-traumatique, c'est ce que les chercheurs ont découvert en s'intéressant au phénomène de stress post-traumatique et se sont rendus compte que à partir d'événements de même gravité, de même intensité, parfois de même nature, et parfois même dans le même événement, des personnes différentes vont vivre les unes un stress post-traumatique et les autres une croissance post-traumatique. Prenez par exemple les soldats qui vont à la guerre, qui font partie d'un même régiment, qui vivent exactement dans les mêmes conditions pendant toute la durée de leur présence sur le terrain. À leur retour, je pense qu'il n'y en a pas plus que 30% qui développent un syndrome de stress post-traumatique à proprement parler. Comment se fait-il que certains manifestent pleinement leur résilience, ou du moins suffisamment pour paraître pris dans un syndrome de stress post-traumatique? Comment se fait-il que certains restent bloqués? Donc j'ai commencé à vous donner les réponses qui, à la base ici, c'est des réponses données par Boris Cyrulnik, qui est donc un expert dans le domaine de la résilience. Et j'ai traité pour vous la question de la honte, comment quitter la honte, comment créer du sens à partir de ce qui est vécu. Et aujourd'hui, je vous propose d'explorer comment sortir de l'isolement. Et c'était vraiment important pour moi de commencer par la question de la honte dans la première vidéo de cette série, parce que je crois qu'il est difficile de sortir de l'isolement si on n'a pas résolu le problème de la honte. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, donc je vous invite vraiment à aller la voir, parce que souvent la honte est inconsciente. Il y a plusieurs manifestations de la honte, il y a plusieurs façons de vivre la honte qui ne sont pas nécessairement perçues comme étant de la honte par la personne qui le vit. Donc
allez voir cette vidéo si vous vous intéressez à la question. Si vous êtes là, c'est que forcément cette thématique vous intéresse. Quant à moi, je pense que tout le monde devrait vraiment approfondir ses connaissances sur le traumatisme, sur la croissance post-traumatique, puisque malheureusement, nous ne pouvons éviter de vivre certains traumas. Ça fait partie de la vie. Le traumatisme, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie en tant que telle, puisque c'est une question de chemin de vie, de comment transformer ou comment entrer en rapport avec la souffrance pour accéder au meilleur de soi, au meilleur du monde, et donner au monde le meilleur de soi également. Puisque être résilient, c'est avant tout être en mesure d'apprendre du monde, d'apprendre sur soi et d'apprendre à partir du monde, sur le monde et sur comment vivre sa vie pour faire des choix en adéquation avec vos valeurs, puisque c'est à vous que je parle, vos valeurs, vos choix de vie, vos rêves, de participer pleinement à la vie, de s'engager pleinement dans la vie, c'est déjà un signe d'une guérison ou d'un début de guérison du traumatisme. Une des caractéristiques du traumatisme, c'est de nous maintenir en retrait. Et ça se manifeste par toutes sortes d'évitements de situations qui rejoignent le problème de l'évitement, de l'isolement, puisqu'en évitant, je m'isole des autres, je m'isole des situations confrontantes. L'isolement, c'est un excès de distance, de précaution, c'est de créer une zone de sécurité qui finit par nous couper de la vie. Nous avons tous besoin de nos systèmes de défense. C'est absolument vital d'avoir nos systèmes de défense, qui soient instinctifs ou conscients, fonctionnels. Sinon, on est en danger. La question, c'est de savoir, est-ce que les systèmes de défense qui s'activent dans les contextes de vie sont appropriés, sont adaptés, ou est-ce qu'il y a une perception exagérée de danger, ou est-ce qu'il y a une crainte de ne pas être en mesure de faire face. Tout ça, ce sont des signes de traumatisme. Pour pouvoir parler de croissance post-traumatique, l'expérience traumatique devrait vous rendre une personne d'expérience. Conceptuellement, si on parle de croissance post-traumatique, l'expérience traumatique, le vécu traumatique, devrait être une source d'apprentissage pour vous permettre de grandir, de vous élever au-delà de la condition dans laquelle vous étiez avant l'événement. Donc vous découvrez vos forces, vous construisez des forces que vous n'aviez pas, et à partir de là, dès lors que vous amorcez ce mouvement, vous commencez à être conscient de votre isolement, éventuellement. Je fais vraiment la distinction entre l'isolement et la solitude. Pour moi, ce sont deux choses très différentes. D'ailleurs, on peut vivre dans l'isolement en étant entouré d'une foule de monde ou en étant marié avec des enfants, rencontrer sa famille toutes les semaines. Donc il y a des personnes qui ont une vie sociale très active, très riche, beaucoup d'interactions. Donc elles ne sont pas dans la solitude, mais elles vivent un isolement. L'isolement, c'est avant tout un état intérieur. Et à l'inverse, on peut choisir d'être dans la solitude ou être seul, par un jeu de circonstances, et ne pas du tout se sentir isolé, ne pas se sentir coupé du monde, de la vie, ne pas souffrir. L'isolement, c'est une source de souffrance tôt ou tard. Même quand c'est un choix par sécurité, par peur, l'isolement finit toujours par créer une souffrance parce que nous sommes des êtres de relation, d'affect. Les enfants qui n'ont pas eu suffisamment de contact affectif ou de contact tout court ne vont pas se développer normalement. C'est-à-dire ne vont pas développer leur sociabilité et il va y même avoir des retards d'apprentissage. Alors, c'est clair que chez les enfants qui sont dans une phase accélérée de développement, c'est très critique, mais même des adultes, je rencontre énormément d'adultes dans mon métier d'accompagnante
qui souffrent d'isolement alors qu'ils vivent dans une ville avec des millions d'habitants, qui travaillent, qui voient du monde. C'est une part de soi qui est cloisonnée, qui n'arrive pas à s'ouvrir au monde. Et ça, c'est une des caractéristiques du traumatisme, du stress traumatique. J'ai eu par exemple des personnes qui avaient un diagnostic de cancer et qui ne le disaient pas à leurs proches. C'était le signe déjà qu'il y avait des problématiques relationnelles, d'intimité. Il y avait des raisons pourquoi les personnes choisissaient de garder ça pour elles. Mais ça leur faisait vivre un plus grand isolement. Et heureusement, elles venaient chercher un accompagnement. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous vivez de l'isolement, faites-vous aider. Surtout si vous vivez en plus un événement comme ça, un nouvel événement traumatique comme un diagnostic d'une maladie grave ou un deuil. Parce que l'isolement s'aggrave au fil des traumas lorsqu'on ne sort pas de ce stress traumatique. Donc je connais des personnes qui ont une identité sociale, même parfois extravertie, très engagées en apparence, qui pourtant se sentent terriblement isolées. Je vous le disais tout à l'heure, la honte peut être à l'origine de l'isolement, c'est pas la seule raison, mais c'est clair que pour pouvoir sortir de l'isolement, il est important de résoudre les problématiques de honte, puisque comme ces enfants orphelins, qui sont dans des orphelinats, qui ne reçoivent pas suffisamment de stimulation, qui ne sont pas vus, qui ne sont pas aimés, qui ne sont pas suffisamment stimulés, les parts de soi que l'on maintient dans la honte, que l'on ne montre pas, que ce soit des parts de notre personnalité, des choses qu'on a faites ou des choses qu'on a vécues, ces parts-là sont comme ces orphelins sous-stimulés. Ces parts-là ne sont pas vues, ne sont pas entendues, ne sont pas aimées à cause de la honte. Et donc ce sont des parts, c'est notre énergie psychique, notre énergie de vie qui est en dormance, qui est atrophiée. Alors cette vie pour se développer a besoin de chaleur, a besoin de contact, d'où l'importance de sortir ces parts de soi de la honte pour sortir de l'isolement. Alors, l'isolement peut être dû à d'autres choses, sachant que de toute manière, souvent, je pourrais quasiment dire toujours, mais je me méfie des absolus, mais enfin, on va dire très 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 souvent, le traumatisme et le trauma impliquent une blessure relationnelle. Soit parce que le trauma a été infligé par quelqu'un, on parle alors d'agression, d'abus, d'inceste. Des fois, on ne se doute pas que certains événements peuvent être des traumas, comme par exemple des hospitalisations, des chirurgies. Et ce même si le personnel médical a été gentil, je veux dire, ça peut s'être bien passé, il est possible que pour le corps, l'expérience ait été vécue comme un trauma et que du point de vue physiologique, ce trauma ne soit pas résolu et que des années, des décennies plus tard, il puisse y avoir toujours une détresse physiologique, un stress physiologique qui est lié à ça. Si vous voulez en savoir davantage là-dessus, lisez notamment le livre de Peter Levine, Réveiller le tigre. Il donne une liste assez longue d'événements qui peuvent être vécus comme des traumas et qu'on ne soupçonne pas nécessairement. Il y a aussi des interventions en dentisterie qui peuvent être vraiment à l'origine de stress traumatique chronique. Je reviens à l'isolement. Souvent, très souvent, le trauma, le contexte à l'origine du traumatisme à long terme, a impliqué des relations. D'où une difficulté à faire confiance, une blessure avant tout aussi relationnelle. Je dirais pas avant tout relationnelle, mais il peut se superposer sur une blessure physique, une blessure relationnelle. Et puis, je n'élaborerai pas plus à ce niveau-là pour aujourd'hui, je reste dans l'isolement. Mais si le trauma a été vécu dans l'isolement,
ben, l'isolement fait partie de la blessure et ça arrive aussi. Donc que ce soit par la présence d'autres êtres humains ou par leur absence, le lien, la relation est très très souvent directement impliqué dans le trauma, ou parfois ça peut devenir un phénomène secondaire au trauma, parce qu'une personne serait tellement blessée par ce qu'elle a vécu, qu'elle en perdrait son sentiment d'appartenance à l'espèce humaine, par exemple, ou à leur famille. Combien de personnes se sont imaginées enfants qu'ils avaient été adoptés parce qu'ils se sentaient tellement distants ou rejetés ou en inadéquation avec les valeurs et le fonctionnement familial, qu'ils se disaient mais je dois pas faire partie de cette famille, on a dû m'adopter sans me le dire. C'est un raisonnement que beaucoup d'enfants développent parce qu'ils ne sont pas capables de concevoir le sentiment d'isolement qu'ils vivent dans leur famille. C'est vous dire l'isolement profond que l'on peut vivre, et de toute façon, je suis quasiment certaine que vous voyez exactement de quoi je parle, parce que tout le monde a connu ce sentiment d'isolement un jour ou l'autre. Ça fait partie de l'expérience humaine assez normale et assez banale, malheureusement, qui donc peut dans le visible, dans nos comportements sociaux, peut se manifester par des extrêmes, comme une hyper-sociabilité, une hyper-activité sociale, qui permet soit de donner l'illusion qu'on va bien, pour pas mettre nos proches en détresse, ou simplement ne pas sentir cette détresse générée par l'isolement. Puis il y a des personnes qui habitent consciemment leur isolement, le vivent en permanence. Et il y a des personnes qui vivent en couple depuis 20, 30 ans, très fusionnelles, et pourtant, intérieurement, il y a vraiment cette profonde difficulté à connecter de manière affective. Et c'est donc un symptôme du stress traumatique. Et je vous dirais un petit peu quelque chose de similaire concernant l'isolement, similaire à ce que je vous ai dit pour la honte et pour le sens. C'est que finalement, ça va exiger de vous une action, un engagement. Et la résilience, c'est avant tout une question d'action. C'est des actions que les épreuves que la vie exige de vous, à défaut de quoi vous restez dans le traumatisme. Comment sortir de l'isolement pour en faire un chemin de croissance ? Il y a énormément d'actions que l'on peut choisir et qui sont des illusions de solutions. Pour ce qui est de l'isolement, je vois beaucoup de personnes développer ou dépenser beaucoup d'énergie pour être en mesure de se passer des autres, pour être autosuffisante, pour être indépendante, pour éviter finalement, alors consciemment ou inconsciemment, pour éviter plus que tout de ne pas avoir besoin des autres, de ne pas être soumis à la bonne volonté des autres. Et probablement que ça parle des blessures initiales qui ont été vécues, que ce soit l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est la fameuse phrase de Nietzsche. De nouveau, je fais une distinction entre devenir plus fort et s'endurcir. Il y a des personnes qui s'endurcissent, qui se construisent une façade, une carapace blindée, qui se sentent terriblement seuls à l'intérieur, qui préfèrent encore cet isolement plutôt que d'avoir à ouvrir la porte et laisser entrer la lumière, l'amour et le risque d'être blessé. À partir du moment où on s'ouvre aux autres, automatiquement, on prend un risque. Et pour moi, la prudence et le sentiment de sécurité, c'est des choses importantes, surtout dans un processus de guérison. Donc je ne vous dirais pas d'abandonner vos défenses, au contraire, plus
on est conscient de nos possibilités, de nos recours, de nos ressources, et plus on se construit des ressources de protection efficaces, plus on se sécurise, plus on devient solide et confiant, et plus on a la capacité de s'ouvrir. C'est une erreur que beaucoup font, de sauter trop vite de l'isolement, de la surprotection à l'ouverture. Et là, s'ils s'ouvrent trop vite ou à la mauvaise personne, ben, il y a une probabilité élevée de blessures ou de heurts ou de problèmes, et c'est de nouveau le repli. Donc la progression et le discernement de la bonne manière de faire est important, d'où l'importance aussi de se faire aider par une personne compétente. Souvent, ça passe par ça. Surtout si on a été très blessé. Moi, je vous dirais que les personnes qui viennent vers moi, qui souffrent énormément de blessures affectives, surtout si ça a été précoce, donc il y a des problématiques au niveau de l'attachement, du lien. Si ces personnes-là n'ont pas fait une psychothérapie ou une thérapie du lien en profondeur, c'est souvent là que je les oriente. On sait que les blessures affectives qui ont été, et les traumatismes affectifs qui ont été installés dans des contextes relationnels doivent être guéris dans des contextes relationnels, et que parfois une transition en thérapie permet d'offrir un contexte sécurisant et pertinent pour traverser ça. Donc c'est vraiment une façon de sortir de l'isolement. Mais il y a aussi parfois d'autres chemins, c'est-à-dire que la thérapie n'est pas l'unique chemin de guérison. À partir du moment où il y a la restauration de la capacité de se lier en confiance, en profondeur, de sortir de cet isolement, c'est un chemin de guérison. Si vous avez la chance d'avoir des relations qui le favorisent, moi je vous encourage vraiment à investir ces champs relationnels-là pour sortir de l'isolement. Lorsque ce mouvement de croissance s'effectue, on ne vit plus dans le fantasme d'autosuffisance et d'indépendance, mais au contraire, on est capable d'être à la fois autonome, donc de vraiment assumer, connaître ses besoins, en prendre soin, dans l'interdépendance. Étant des êtres de relation, nous sommes forcés de passer par la relation pour accomplir beaucoup de nos besoins fondamentaux. Et une personne qui va bien, qui est en bonne santé, qui ne souffre pas de stress post-traumatique, n'a pas l'appréhension de se lier à d'autres pour coopérer, que ce soit pour créer un couple vivant, pour fonder une famille, pour créer un projet professionnel. Ces personnes qui sont dans leur croissance et dans leur accomplissement n'ont pas ces difficultés-là. La co-création, le soutien mutuel, ça fait partie des ressources auxquelles nous devrions avoir recours régulièrement, et ne pas être en mesure de le faire, c'est un signe de traumatisme et de problématiques traumatiques. La question de l'isolement, vous savez, j'en parle dans la vidéo que j'ai mise en ligne sur mon site de formation, à l'URL formation.cyrine.com. J'ai mis en ligne un programme qui s'appelle Comprendre le traumatisme, qui est composé de 4 vidéos. Et dans la 3e vidéo, je parle des pièges du traumatisme. Et le 5e piège, c'est l'isolement. J'en parle différemment d'aujourd'hui. Bon, il y a probablement des choses qui se recoupent, mais j'ai fait le choix de l'aborder aussi différemment pour ne pas vous répéter 2 fois la même chose. Alors, inscrivez-vous, c'est gratuit pour l'instant. En tout cas, ce programme, j'ai l'intention de le laisser gratuit. Le site de formation sera enrichi progressivement de nouvelles formations au fur et à mesure. Cette vidéo d'aujourd'hui est dans le vidéoblog, donc vous avez toutes les archives sur le site. Vous pouvez vous créer un compte avec un code d'accès personnalisé qui restera le vôtre. Donc vraiment, moi, ça me fera plaisir de vous compter parmi les membres de mon site de formation en ligne. C'était donc la 3e vidéo de cette série sur
comment activer la résilience en quittant la honte, en créant du sens et en sortant de l'isolement. Pour la suite, je vais continuer de vous parler du traumatisme et de la croissance post-traumatique, inspiré aussi de vos commentaires. Donc laissez-moi vos commentaires pour me dire comment vous recevez la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça évoque pour vous, quels ont été vos chemins à vous pour sortir de l'isolement. C'est à la fois pour moi une manière de mieux vous connaître, de mieux vous servir, et de créer aussi entre nous cette communauté de personnes engagées pour un monde plus résilient. En tout cas, c'est vraiment une des motivations qui font que je m'adresse à vous régulièrement. Alors, au plaisir de vous lire et à bientôt.